Bonjour Philippe. Bonjour Esther. Donc, on vient de le voir, les chefs de partis s'activent au Québec et en Ontario. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, à l'échelle nationale, je vais vous entendre là-dessus parce que les intentions de vote semblent vraiment comme cristallisées depuis le déclenchement de l'élection. C'est très serré entre les libéraux et les conservateurs. Est-ce qu'à 11 jours du vote, à la lumière de ce que vous observez, vous, ça commence à bouger? Je vous dirais que c'est très difficile à prédire pour l'instant parce que si, en effet, comme vous l'avez dit si bien, on regarde les chiffres, même le débat TVA a eu un peu d'effet au Québec. Nous avons vu les conservateurs perdre quelques plumes au Québec, mais à l'échelle nationale, si on regarde les chiffres, ils sont stables depuis le début de la campagne électorale avec les libéraux et les conservateurs à égalité statistique entre 33 et 35 %. Et donc, c'est très rare, si on regarde historiquement, qu'une élection soit aussi serrée aussi tard dans la campagne électorale. J'imagine que les chiffres après le premier débat en anglais et le seul débat en anglais sortiront dans les prochains jours et nous aurions peut-être un meilleur portrait. Et par la suite, évidemment, le débat en français qui pourrait changer également la donne au Québec, ça reste à voir. Un mot sur l'Ontario. Avant justement de parler du Québec, les chefs, on l'a vu, sont à pied d'œuvre, notamment dans le 905, la fameuse région importante. Quelles sont les tendances des sondages en Ontario? Écoutez, c'est très intéressant parce que, évidemment, l'Ontario est la province la plus populeuse. Nous avons 121 sièges en Ontario et plusieurs de ces sièges-là sont des comtés pivots, particulièrement, comme vous l'avez mentionné, dans la région de Toronto, le 905. Et Justin Trudeau avait remporté 80 circonscriptions en Ontario en route vers une majorité, y compris 24 des 30 circonscriptions du 905. Et donc, on regarde le portrait présentement. Les libéraux, dans la moyenne des sondages, bien sûr, sont toujours en avance en Ontario, mais avec une plus faible marge que le score de 2015. Et donc, les conservateurs sont tout en leur droit et honneur de s'attendre à faire des gains dans la province de l'Ontario, mais pour l'instant, du moins, ça ne semble pas suffisant pour pouvoir l'emporter. Andrew Scheer devra travailler fort et peut-être repasser à quelques reprises par les banlieues de Toronto d'ici la fin de la campagne. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les conservateurs au Québec? Écoutez, sans avoir des gains significatifs en Ontario, les conservateurs ont besoin du Québec. Et si on regarde les sondages, et j'ai écrit une analyse dans Maclean's au cours de la fin de semaine, on regarde les sondages au printemps dernier, après l'affaire SNC-Lavalin, nous avions des firmes comme Angus Reid, des firmes Léger et autres, qui indiquaient que les conservateurs étaient au-dessus de 25 % au Québec. Et pour vous mettre en contexte, aucun parti fédéral conservateur n'a obtenu 25 % du vote au Québec depuis Brian Mulroney en 1988. Et donc, il y avait vraiment un potentiel pour faire des gains, mais comme je vous l'ai dit, depuis le début de la campagne, on a vu les conservateurs glisser, et particulièrement après le débat TVA, nous avons vu le Bloc prendre la deuxième place au Québec. Et comme effet, on regarde sur la projection de sièges, c'est que ça empêche toute forme de croissance au Québec pour les conservateurs. Ils devront sûrement se contenter de leur château fort dans la grande région de Québec. Juste pour résumer la situation, donc, les libéraux auraient moins des 80 sièges qu'ils ont eus en 2015 en Ontario, mais ils continuent de mener en Ontario, ce qui voudrait dire que les conservateurs doivent faire des gains au Québec pour espérer à tout le moins un gouvernement minoritaire conservateur. Est-ce que c'est... Oui, c'est exact. Et on regarde la carte provinciale de l'an dernier au Québec. Les conservateurs devaient sans doute regarder la même carte et espérer faire des gains dans les régions caquistes, dans le 4-5-0 autour de Montréal et dans les régions rurales du Québec. Et pour l'instant, nous ne le voyons pas. Évidemment, il reste encore 10 jours d'ici le vote, mais si les conservateurs ne gagnent pas plus en Ontario et ne gagnent pas plus au Québec, il n'y a pas de chemin pour Andrew Scheer pour remporter une victoire le 21 octobre. Et donc, pour l'instant, dans le modèle de Québec 338 Canada, les libéraux sont présentement les favoris, mais la marge est encore très serrée parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans le modèle. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs indécis également. Si on regarde votre moyenne des sondages au Québec, le Bloc québécois a dépassé les conservateurs, donc 23,5 % contre 19 % au moment où on se parle, ça veut dire, on le voit présentement à l'écran là, oui. Le Bloc peut espérer combien de sièges le soir du 21 octobre? C'est une bonne question. Je vous dirais que la moyenne actuelle du Bloc québécois se situe autour de 22 sièges.
Il y en aurait peut-être seulement un à Montréal, mais dans le 4-5-0, il y aurait plusieurs gains à faire. On regarde aussi la Gaspésie, le bas du fleuve, la Côte-Nord. Mais si on se souvient, en 2015, le Bloc n'avait remporté que 10 sièges. Et donc, on pourrait parler d'un double nombre de députés pour le Bloc. Donc... Mais évidemment, si le Bloc continue de grimper et s'il atteint 25 %, on entre dans une zone payante. Et là, le Bloc pourrait remporter 25 à 30 sièges au Québec seulement. Donc, plus que les 12 sièges qui va lui permettre de avoir le statut de parti officiel à la Chambre des communes, peut-être la balance du pouvoir. Bon, toujours maintenant au Québec, pour ce qui est du NPD, environ 12 % dans la moyenne des sondages, selon Canada 338. Avant la dissolution du Parlement, le NPD avait 14 sièges. Comment ça se présente pour le NPD au Québec? Très difficile pour le NPD au Québec, et cela depuis plusieurs mois. En fait, rappelons-nous, Thomas Mulcair avait eu 25 % du vote québécois en 2015. Et depuis ce temps, les chiffres ont chuté. Et Jack Meeting, il connaît un bon début de campagne, on va le reconnaître. Il avait eu une bonne présence, à tout le monde en parle, ce qui a bien sûr aidé sa visibilité au Québec. Mais les chiffres ne sont toujours pas là. Si on regarde à l'ensemble de la province, comme vous l'avez dit, environ 11 à 12 % au Québec. Et avec ces chiffres-là, on regarde peut-être Ruth-Hélène Brosseau dans Berthier-Masquinongé et M. Bouleris dans Rosemont-la-Petite-Patrie qui pourrait peut-être garder son siège. Mais dans les autres régions du Québec, sur la rive-sud de Montréal, en Rimouski, par exemple, M. Guy Caron, ça va être très difficile pour le NPD si les chiffres actuels se maintiennent. Est-ce que vous avez une idée de la situation dans Longueuil-Saint-Hubert où le néo-démocrate Pierre Nantel est passé au Parti vert? Je vous dirais que ça va être une course très serrée entre les libéraux et le Bloc. Monsieur Nantel, du moins avec les derniers sondages locaux que nous avons eus, se situerait entre 15 et 20 %, ce qui est un score tout à fait respectable pour le Parti vert, mais nettement insuffisant pour espérer l'emporter. Donc, à moins que Monsieur Nantel ait une sortie du vote phénoménale et une bonne fin de campagne, on devrait voir Longueuil-Saint-Hubert aller soit du côté des libéraux ou du Bloc québécois. Bon, avec le NPD à 12 % au Québec dans les intentions de vote au moment où on se parle, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les libéraux au Québec? C'est une excellente question. Rappelons-nous encore une fois que le NPD avait remporté 16 sièges au Québec en 2015, le plus grand total de toutes les provinces au Canada. Et présentement, on se demande qui, en fait, va pouvoir profiter de la chute du NPD. Pendant longtemps cet été et au printemps dernier, on croyait que c'était les libéraux. Dans la projection, on pouvait voir un potentiel jusqu'à 50 sièges libéraux au Québec. Mais avec la récente montée du Bloc, on voit que le Bloc québécois va pouvoir prendre plusieurs de ces comtés-là. On parle d'ailleurs de Belleuil-Chambly, la circonscription qui pourrait être remportée par le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a été une circonscription du NPD depuis 2011. On regarde Salaberry-Valleyfield et autres de ces circonscriptions-là, peut-être même Trois-Rivières. Donc, si je vous dirais que les libéraux et les bloquistes vont être très occupés d'ici la fin de la campagne à essayer de remporter ces sièges néo-démocrates. Donc, on va les voir passer beaucoup de temps au Québec. À la lumière de vos projections actuellement, vous voyez combien de sièges pour les libéraux au Québec? Je vous dirais qu'il y a un plancher assez élevé. Ça serait très difficile de voir les libéraux remporter moins de 35 sièges. Ils performent très bien à Montréal jusqu'à maintenant, à Laval. On croit qu'ils pourraient gagner au moins 2 sièges dans la région de Québec et quelques sièges en Estrie. Et donc, je vous dirais qu'entre 35 et 45 serait un bon total pour les libéraux. Mais bien sûr, le débat de jeudi en français, est-ce que M. Trudeau va pouvoir continuer à jouer à la défensive? Est-ce qu'il va pouvoir continuer à bien se défendre? Il a quand même bien réussi au débat TVA la semaine dernière. Mais il doit faire attention. Le Bloc ne doit arrêter de monter pour M. Trudeau, certainement. Oui, c'est ça. Parce que vraiment, à la lumière de ce que vous nous dites, s'il n'y a rien de décidé, là, ça demeure encore très, très flou. Oh oui. Pour résumer la situation, Philippe, est-ce qu'on peut dire que les libéraux ont besoin de performer en Ontario s'ils veulent un gouvernement majoritaire et que les conservateurs ont besoin absolument de performer au Québec s'ils veulent un gouvernement à tout le moins minoritaire le 21 octobre? Je vous dirais, en termes de chiffres, n'oublions pas qu'en 2015, les libéraux ont remporté 184 sièges. C'est une grande victoire, mais c'est seulement 14 sièges de plus que le seuil de la majorité. Et pour atteindre ce chiffre de 184 sièges, ils avaient balayé les Maritimes en entier. Et donc,
quelques pertes par-ci par-là un peu partout au pays et les libéraux pourraient échapper leur majorité. Je vous dirais qu'un minimum de 80 sièges en Ontario serait nécessaire pour l'emporter en termes de majorité. Et pour les conservateurs, si les conservateurs ne gagnent pas au moins 50 sièges en Ontario, ils n'ont absolument aucun chemin vers la majorité. Donc, c'est ce que je vous dirais pour l'instant. À l'échelle nationale, en terminant, est-ce que vous avez déjà vu, Philippe, une élection où c'est aussi serré, où les électeurs semblent autant dans un état léthargique? C'est l'impression qu'on a. C'est une bonne question et c'est étrange. Je vous dirais, ici au Québec, il y a une certaine apathie envers l'élection. On dirait qu'on ne sait pas à propos de quoi. Quelle est la question de l'urne cette fois-ci? Outre est-ce qu'on veut garder M. Trudeau comme premier ministre? J'ai bien hâte de voir si le taux de participation va être affecté par ça. Mais pour répondre à votre question, je ne me souviens pas des années de Harper, des années de M. Chrétien, une élection qui était aussi serrée, aussi tard dans la campagne. Il va voir s'il va y avoir une équipe, un parti qui va réussir à prendre du momentum dans les derniers jours. Mais pour l'instant, ça semble stagner depuis environ un mois. Et on n'est qu'à 11 jours du vote au moment où on se parle. Alors, Philippe Fournier, fondateur du site de projection électorale Canada 338, merci beaucoup de nous avoir éclairés. C'est très apprécié. Merci Esther. Au revoir. Bonne fin de journée. Bye-bye.